La première table ronde ce matin, c'était sur la place de l'évolution de la mobilité, de l'énergie dans la mobilité pour réduire les émissions de CO2 et polluer moins. On aura ensuite deux autres tables rondes, une sur les énergies alternatives et une dernière sur le nucléaire. Et on trouvait intéressant aussi d'avoir un débat peut-être un peu plus politique et sociétal sur quelle place on doit se poser, quelles questions on doit se poser pour la transition énergétique, pour en faire quelque chose qui soit à la fois l'affaire de tous, mais ça veut dire qu'il puisse être du coup acceptable pour tous. Je le disais, on est dans un monde Covid, on n'est pas encore dans le monde post-Covid, on est dans ce monde Covid où à la fois on a vu émerger, grimper les préoccupations qui étaient sous-jacentes, qui étaient déjà en train de monter en puissance sur les questions écologiques. Elles montent de plus en plus. Les partis politiques, les responsables politiques se sont emparés aussi de ce sujet. Et dans ce contexte-là, la Commission européenne aussi a mis en place des mécanismes pour financer une relance ou un soutien, un mélange des deux, qui soit aussi plus vert, une sorte de pacte vert européen. Peut-être, donc l'idée c'est de voir ce que j'aimerais débattre avec donc mes deux intervenants ce matin, Clément Serre qui est chargé de la politique à la Direction générale de l'énergie auprès de la Commission européenne, donc, et Michel Van Esbroek qui est le directeur de EDF Pulse Croissance chez EDF, qui est en charge de toute la partie innovation, développement de nouveaux produits, travail avec des startups. D'orienter ce débat peut-être sur des questions effectivement plus politiques et plus économiques. La transition énergétique doit être l'affaire de tous. Est-ce que déjà tous les deux vous avez le sentiment que le débat aujourd'hui est sur de bonnes bases, c'est-à-dire que on en a fini avec le climato-sceptisme et on est aujourd'hui dans une période de consensus, ou est-ce que vous pensez qu'il faut encore être vigilant et qu'il faut quand même travailler sur le fond pour ne pas croire qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu qu'il faut forcément agir et prendre des mesures plus ou moins radicales? Alors peut-être sur cette question de la prise de conscience, d'abord Clément et puis ensuite Michel. Clément? Oui, bonjour. Déjà, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir être présent physiquement sur scène. Donc, en fait, effectivement, j'habite à Bruxelles et la Belgique a tout simplement interdit les déplacements dans des zones rouges en France, dont fait partie la région parisienne. Donc, malheureusement, c'est pour ça que je suis obligé de participer à distance. Mais merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire, de cette discussion. Sur la prise de conscience, je pense que, enfin, donc vous le savez, le pacte vert, le Green Deal, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est le pilier, c'est vraiment la priorité de la Commission. Et ça, je pense que l'origine de ça, c'est tout simplement les élections européennes. Les élections européennes qui ont abouti à la nomination de ce collège et d'avoir Ursula von der Leyen finalement présidente de la Commission. Et je pense que ces élections, elles ont envoyé un signal très clair. Donc je pense que c'était un signe, en tout cas, qu'il y avait une prise de conscience sur les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux en général. Il y a d'autres signes, il y a eu beaucoup dans des élections locales. Ici, là où j'habite en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, dans beaucoup de pays. On l'a vu dans les élections municipales en France, où il y a des villes de taille importante qui ont été remportées par des candidats écologistes. Donc je pense que la prise de conscience, pardon, elle existe. C'est valable pour la France, pour l'Europe, c'est pas forcément valable partout dans le monde. Sur d'autres continents, par exemple. Et je pense que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a un effort, de développer la science et la connaissance sur ces questions pour de toute façon enrichir le débat et pour savoir exactement où est-ce qu'on va et quel type de mesures mettre en œuvre pour faire face au changement climatique et au dérèglement climatique. Enfin, je pense qu'on a vu avec les événements climatiques qui se déroulent en ce moment même, je pense que les effets ont été un peu, enfin, vont plus vite que ce qu'avaient anticipé les modèles. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il y a toujours un effort de pédagogie
de développement de la connaissance à faire à ce niveau-là et de communication auprès du public, même si je pense qu'aujourd'hui, ces questions commencent à faire relativement consensus. Clément, juste avant de repasser la parole à Michel, l'Europe, c'est une union avec 27 pays, même s'il y a une prise de conscience globale, est-ce que vous avez l'impression que sur ces sujets-là, l'Europe a une capacité à avancer de manière unie, ou est-ce que, comme souvent, sur plein de sujets, et c'est normal, c'est la démocratie, il y a des divisions, il y a des recherches de consensus, et souvent c'est difficile d'avancer dans un seul sens, ou est-ce que là, ça fait partie d'un des sujets sur lesquels il y a vraiment une majorité très nette qui s'est dégagée et une capacité à avancer conjointement sur la nécessité d'accélérer la transition énergétique? Mhm. Je pense que vous avez bien posé la question. Il y a une majorité très nette qui se dégage sur le constat déjà et sur l'ambition très forte qu'on doit avoir du point de vue du point de vue de l'action climatique. Il y a effectivement des discussions avec certains pays membres. Je pense pas tant sur le constat que sur la manière d'y arriver, enfin, de mettre en œuvre nos efforts et en gros la répartition des efforts. Euh, Michel travaille chez EDF. En France, on a ce mix énergétique qui repose en grande partie sur le nucléaire et qui est donc décarboné. On a aussi l'hydraulique. Il y a des pays qui ont un mix énergétique complètement différent. Je pense à la Pologne, mais il y en a beaucoup d'autres, la Grèce, la Slovaquie, même des voisins comme l'Allemagne. Donc c'est vrai que je pense c'est ça qui est intéressant dans ce débat européen, c'est qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on part de situations qui sont très différentes. Et donc, l'effort de transition énergétique aura des impacts économiques et donc potentiellement sociaux très différents selon les pays et selon la situation de départ. Quand on parle de sortir du charbon, la France s'est engagée à sortir du charbon. Il reste une centrale, je crois, en activité. Il y en a un peu plus, Si je mais ne me il y trompe en a pas. deux ou trois, mais ouais. Peut-être deux ou trois, ouais. Mais voilà, ça représente un effort qui est atteignable. En Pologne, c'est beaucoup plus de ça. Et puis il y a aussi des mines d'extraction, donc ça représente des milliers d'emplois concentrés dans les mêmes régions. Donc c'est des enjeux sociaux assez forts. Donc il y a des discussions, effectivement. Je pense qu'on peut pas le cacher. Après, par exemple, sur la loi climat qui met très clairement dans la loi l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Une fois que cette loi est loi, je veux dire, il y a plus vraiment de débat. On peut encore débattre, bien sûr, des moyens d'y arriver, mais quand le consensus a été atteint, je pense qu'après, la discussion se reporte sur soit des étapes intermédiaires, soit différentes politiques pour y atteindre, différents moyens d'atténuer les impacts sociaux des efforts de transition énergétique. Mais le consensus global, je pense qu'on est largement en mesure de l'atteindre. Alors on va tenter Michel. Michel, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien. David, est-ce que vous m'entendez? Super, on ne vous voit pas, mais on vous entend parfaitement et c'est le principal. Sur la problématique de fond et sur le débat, est-ce que le débat tel qu'il est en train d'évoluer dans nos sociétés, vous avez le sentiment que la transition énergétique est vraiment déjà devenue un petit peu l'affaire de tous, ou vous pensez qu'il faut quand même qu'on soit vigilant sur une question qui est un peu politique et sociétale d'une certaine manière? Moi, je répondrai oui, mais à votre question. C'est-à-dire que oui, je pense qu'on peut affirmer qu'aujourd'hui, on est tous concernés par le réchauffement climatique et qu'on commence à être plus tous conscients qu'on est concernés, même si évidemment dans votre introduction, David, vous posiez la question du climato-scepticisme. Je pense que tant que les États-Unis sont dirigés par Donald Trump, on est obligé d'accepter l'idée qu'on a un partenaire majeur dont dépend pour beaucoup les efforts multilatéraux, qui aujourd'hui suit quand même encore une politique assez largement climato-sceptique. Cela étant, je pense que si on recentre peut-être le débat sur l'Europe, il me semble qu'il y a maintenant un consensus sur le fait,
non seulement qu'on est dans une période de réchauffement climatique, mais qu'il est d'origine anthropique. Et je pense aussi qu'on a compris que les technologies sont accessibles, mais qu'elles ne seront pas nécessairement faciles à déployer. Et donc, il me semble, pour répondre à votre question, David, que la difficulté du sujet, c'est de le traiter en lien avec les questions économiques et sociales. Et c'est là, me semble-t-il, qu'il s'agit encore d'une question politique au sens noble et que non seulement on n'en est pas sorti, mais qu'on n'a probablement pas fini de la problématiser. C'est-à-dire qu'on a bâti pendant longtemps le succès de nos sociétés sur une équation qui reliait de façon intime bien-être et PIB par tête. Et maintenant, on sait que le PIB par tête est très lié à la consommation d'énergie et la consommation d'énergie directement liée au CO2. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut modifier cette équation en diminuant fortement le CO2 sans trop diminuer le bien-être. Donc, effectivement, d'aucuns proposent d'essayer d'être plus heureux en baissant le PIB par tête, preuve qu'il y a débat, tout le monde ne va pas vers les mêmes solutions, mais on voit bien que cette option, elle pose quand même d'énormes questions économiques et sociales très complexes. Je pense que vous avez eu raison de mentionner le Covid, d'abord parce qu'il faut traiter ces questions économiques et sociales à court terme, mais je pense aussi que quelque part, la période Covid et la période de confinement a été quelque part une phase d'expérimentation involontaire, c'est-à-dire que oui, on a pu vérifier très directement et mesurer le lien entre économie et CO2. Certains se sont félicités quelque part de la baisse temporaire des émissions de CO2. Moi, je suis surtout frappé par la violence du choc récessif et ses conséquences sociales. C'est-à-dire que 850 000 chômeurs pour avoir baissé le CO2 de 10% pendant 2 mois, excusez-moi, mais je pense que ça démontre plutôt qu'il faut essayer de casser le lien entre consommation d'énergie et CO2 plutôt que de jouer sur le niveau de bien-être et qui est déjà très endommagé par la crise. Donc quelque part, c'est... Oui, pardon, vous vouliez oui, non, je vais vous demander David de poursuivre sur ce point et après je relancerai Clément sur le même. C'est-à-dire, est-ce que la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut concilier transition écologique et maintien d'une forme de compétitivité et de croissance, hein, c'est la question que vous posez. Et votre réponse, c'est oui, c'est possible ou ça va quand même être très difficile puisque le constat du Covid à cet égard n'est pas forcément très encourageant. Écoutez, chez EDF, on croit tellement que c'est possible que c'est la raison d'être qu'on s'est donnée. C'est-à-dire que notre propos, et ça a été co-construit dans une démarche avec 4000 salariés, adopté en Assemblée Générale, donc on y croit vraiment et on base l'ensemble de la stratégie du groupe EDF là-dessus, c'est de contribuer à la neutralité carbone, et on s'est concrètement fixé l'objectif d'une neutralité carbone du groupe EDF à horizon 2050, et j'y reviendrai, mais en conciliant cet objectif avec la préservation de la planète et le bien-être et le développement. Et j'insiste sur les 3 points. La préservation de la planète, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est bien d'autres choses. Il y a la question de l'eau qui devient cruciale avec le réchauffement climatique et avec les conséquences économiques et sociales qu'on imagine sur le partage de l'eau, la gestion du stress hydrique entre les activités agricoles, la production d'énergie, etc. Donc on voit que la question de la préservation de l'environnement ne se résume pas à la question du CO2. Et puis bien entendu, il faut qu'on trouve les voies et moyens d'affecter le moins possible le PIB par tête et le bien-être ressenti par nos concitoyens dans cet objectif et dans cette trajectoire volontariste de neutralité carbone. Alors pourquoi on y croit? C'est pas simplement du volontarisme, c'est parce qu'on pense que les solutions, encore une fois, existent. On pense que les 2 axes qui sont de rendre l'économie moins dépendante des combustibles fossiles et donc plus électrique, mais évidemment avec une électricité décarbonée, ça résume pas la réponse à la question, mais on pense que ça traite une énorme partie de la question. Pour citer quelques chiffres, Clément disait que la France, grâce à la combinaison du renouvelable et du nucléaire, avait un mix très peu émetteur de CO2. Pour donner un chiffre, c'est l'an dernier 31 grammes de CO2 émis par kilowattheure électrique, 31 en France.
294, donc à peu près 10 fois plus pour la moyenne européenne, et 485, donc à peu près 15 fois plus pour le monde. Donc effectivement, ça montre l'ampleur de la tâche, mais si vous le voulez bien, moi je retiendrai plutôt la vocation optimiste, à savoir que produire de l'électricité dans une économie très développée, avec 10 fois moins de CO2 que la moyenne de l'Europe et avec 15 fois moins de CO2 que la moyenne mondiale, c'est possible. La même question à Clément, mais alors cette fois-ci à l'échelle européenne, où les statistiques sont effectivement moins favorables qu'à l'échelle française. Peut-on concilier dans les années qui viennent une nécessité de transition écologique accélérée, le maintien d'une compétitivité et d'une croissance économique qui permettent d'être redistributifs pour une Europe qui déjà sur un plan économique n'est pas totalement unique? Oui, oui. Enfin, dans votre propos introductif, David, vous avez créé un lien déjà entre le pacte vert, donc le Green Deal, et la relance économique. Et je vous remercie parce que je pense, c'est très pertinent. Et donc le Green Deal, donc, qui a été proposé immédiatement donc dans les 100 premiers jours de la présidence d'Ursula von der Leyen, c'est vraiment plus qu'une stratégie environnementale, c'est une stratégie de croissance. On pourrait même oser le mot dire que c'est un projet de société, mais pour répondre à la question, on va s'en tenir à la stratégie de croissance. Donc c'est vraiment une feuille de route, je pense, qui pose des jalons et qui s'adresse à des questions, enfin, qui répond à des questions qui ont trait au climat, à l'environnement, mais aussi à l'alimentation, à la stratégie industrielle, aux entreprises, aux industries. Donc c'est vraiment un spectre, un périmètre très large. Et c'est vraiment une feuille de route qui aussi, je pense, permet d'avoir cette vision, cette visibilité pour les investisseurs, qui permet d'avoir cette prédictabilité, de savoir en gros où est-ce qu'on va dans les années à venir. Donc ça, c'est l'ambition. Et c'est là. Oui, pardon. Est-ce que cette ambition, elle doit passer par exemple par, je sais pas, plus de protectionnisme à nos frontières pour les pays qui polluent beaucoup? Comment est-ce qu'on fait pour financer cette transition dans un contexte économique difficile de manière C'est effectivement tenable? là où on fait le lien avec le plan de relance. Donc le mois dernier, je pense que c'était encore le mois dernier, le Conseil européen s'est mis d'accord non seulement sur le budget pluriannuel de l'Union européenne, plus de 1 000 milliards d'euros, mais aussi sur le plan de relance qui a été proposé par la Commission européenne, donc qui vise à relancer les économies suite à la crise économique due à la Covid. Donc ça, enfin, je pense que c'est important de souligner que c'est vraiment quelque chose d'historique, non seulement par rapport aux montants qui sont en jeu, donc uniquement ce plan de relance, c'est 750 milliards, donc avec le budget pluriannuel, on a une enveloppe de 1 800 milliards, mais aussi c'est surtout par le mécanisme qui pour moi est vraiment important, puisque ces mécanismes en fait, sont sous-tendus par le principe de solidarité, puisque la Commission européenne pourra emprunter sur les marchés financiers et ensuite redistribuer aux pays membres afin qu'ils puissent bénéficier de ces fonds de relance. Donc ces fonds de relance, ils sont distribués par plusieurs instruments. L'un des plus importants, c'est la facilité pour la relance et la résilience. Donc, il y a 360 milliards de subventions, non, pardon, 360 milliards de prêts et 312 milliards de subventions, si je ne me trompe pas. Et donc, enfin, je parle de ce mécanisme parce que ça répond aussi à la question sur la conjugaison entre la transition énergétique, écologique et la relance économique dans un cadre financier restreint. Donc en fait, les paiements devront préparer des plans de relance qui seront en ligne avec leurs plans nationaux énergie-climat, avec les objectifs climatiques à l'horizon 2030, mais aussi avec les accords de Paris, donc l'objectif de neutralité carbone 2050. Ça, ce n'est pas optionnel, c'est quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que ces fonds de relance n'iront pas subventionner des projets, par exemple, d'infrastructures
qui ne sont pas en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris ou qui ne sont pas en ligne avec les objectifs climatiques de l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que je pense qu'on n'a pas envie de répéter ce qui a pu être fait lors de crises économiques précédentes, c'est-à-dire d'investir l'argent de la relance dans des modèles économiques qui peuvent être en voie d'être dépassés et qui pourraient, si cet argent était mal investi, soit aboutir à des actifs échoués, soit bloquer les économies dans des systèmes carbonés. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on souhaite à tout prix éviter. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a cette opportunité qui est une opportunité unique dans une génération de pouvoir vraiment transformer la société et là je réponds à la partie de la question plutôt sur la compétitivité et vraiment miser sur renforcer notre compétitivité pour l'avenir, préparer les économies européennes pour le monde tel qu'il sera dans les années à venir. Enfin, je suis un peu le Danemark dans mes fonctions à la Commission européenne. C'est très intéressant de voir l'économie du Danemark, par exemple, puisqu'elle est le fait d'avoir cette économie très forte sur l'éolien offshore. Ça fait que cette économie est très résiliente. Et quand il y a eu quand il y a eu des remous, disons, dans le commerce mondial ces derniers mois, l'économie du Danemark est l'une de celles qui s'en est le mieux sortie, puisque ces exportations de technologies d'éolien offshore ont résisté à ces remous sur le commerce mondial, tout simplement parce que c'est une technologie d'aujourd'hui et aussi du futur. Le potentiel d'éolien offshore est évalué à 300 gigawatts dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on en a quelques gigawatts construits, donc on voit qu'il y a encore un énorme marché, et c'est valable pour l'éolien offshore, mais c'est aussi valable pour les batteries, pour l'hydrogène, pour l'intégration des marchés, pour la rénovation thermique des bâtiments. Donc il y a tous ces secteurs, je pense, sur lesquels on a une opportunité maintenant, on a de l'argent qui sera disponible, et c'est dans ces secteurs porteurs d'avenir qu'il faut investir, et pas dans des secteurs qui vont nous bloquer dans une société carbonée ou nous bloquer dans des actifs qui éventuellement pourront être échoués le jour où, par exemple, le prix du carbone sera beaucoup trop élevé pour certaines activités. Je vais avant de repasser la parole à Michel, peut-être il y avait dans ma question aussi une question sur le protectionnisme. Est-ce que l'Europe qui veut se montrer vertueuse et qui est prête à investir dans une économie décarbonée doit rester pas une passoire énergétique, mais une passoire à l'entrée de produits qui, eux, sont fabriqués dans des pays qui ne se posent pas ces questions? Est-ce que la taxe CO2 aux frontières doit devenir une réalité beaucoup plus massive dans les années qui viennent? Est-ce que ça fait aussi partie de l'agenda européen? Oui, je pense qu'on peut pas exclure ces instruments. Ils sont très clairement à l'étude. On a plusieurs moyens. Disons que le protectionnisme, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution d'emblée, mais c'est vrai que Michel a parlé des États-Unis, de Donald Trump. On a aussi d'autres partenaires commerciaux qui sont moins vertueux, ou en tout cas moins ambitieux que l'Union européenne en termes de protection de l'environnement. Donc, je pense que si on ne peut pas avoir la meilleure solution, qui est la coopération, je pense qu'on doit très clairement étudier des outils de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières qui viseraient à corriger en fait ces déséquilibres d'ambition et qui éviteraient que les producteurs, les industriels européens, entre guillemets, aient à payer pour l'ambition climatique. Michel, il y a cet instrument-là, il y a aussi celui des accords commerciaux, qui est un levier assez important. Donc, l'Union européenne, c'est un acteur commercial d'envergure, c'est le plus gros. Donc, on a un levier très important là aussi pour
pour pousser nos partenaires commerciaux à mettre en œuvre des pratiques et des réglementations qui soient plus vertueuses du point de vue climatique et environnemental. Michel, réagir à ce que vient de dire Clément, et puis après j'aimerais basculer un peu le débat, le temps passe vite, sur le rôle que peuvent jouer les nouvelles technologies ici dans les parties de réponse à nos problèmes. Alors peut-être une réaction à ce qu'a dit Clément, et ensuite je vous relancerai avec une question plus technologique. Je pense que Clément a dit beaucoup de choses qui me semblent extrêmement structurantes pour peut-être reprendre les choses sur lesquelles, en tant qu'industriel, je me sens le plus légitime. Je voudrais peut-être réagir sur le conseil qu'il donnait d'investir dans des secteurs prometteurs et de faire attention à l'investissement dans des secteur échoué. Et je pense qu'évidemment, comme industriel, EDF est bien évidemment d'accord avec cette affirmation. Je pense que c'est très important de mesurer, d'essayer d'imaginer les stratégies qu'on peut déployer en fonction de où on part. Et si vous voulez bien, je voudrais repartir de ce qu'on se disait tout à l'heure sur les émissions de la France à 31 grammes par kilowattheure versus l'Europe à 300. Ce point de départ, il change tout. Parce que si vous voulez atteindre la neutralité carbone en 2050, et on sait qu'il le faut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir la trajectoire à 2 degrés et encore moins à 1,5 degré, on ne peut pas être en ligne avec les engagements de l'accord de Paris si on ne vise pas la neutralité carbone en 2050. Eh bien, pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, on voit que les investissements qu'il faut faire peuvent être très différents selon qu'on part de 30 ou de 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en remplaçant par exemple des centrales à charbon par des centrales à gaz, on divise par 2 les émissions. Mais ces 50%-là d'économie d'émissions de CO2, c'est quelque part les plus faciles à faire. Et c'est les 50% suivants qui changent le monde, parce que c'est eux qui vont nécessiter de basculer sur un mix totalement décarboné, c'est eux qui vont nécessiter d'envisager de changer non seulement nos modes de production, mais aussi nos modes de consommation. Par exemple, si on a plus d'énergie renouvelable dans les mix de production d'électricité, il faudra gérer l'intermittence, donc il faudra plus de batteries, mais il faudra aussi peut-être proposer aux clients d'interrompre ou de moduler leur consommation, et donc la gestion des consommations des clients pour maintenir l'équilibre offre-demande en permanence deviendront des questions critiques. Donc vous voyez que l'encouragement que nous formulait Clément tout à l'heure à bien choisir et à éviter d'investir dans des secteurs échoués, c'est quelque chose qui est déjà aujourd'hui une préoccupation au quotidien pour les industriels comme EDF. Et de ce point de vue-là, si on prend par exemple l'exemple du gaz, moi je dirais que le gaz est peut-être une énergie de transition, mais il ne peut pas être l'énergie de la transition, tout simplement parce qu'il ne fait que la moitié du chemin et la première moitié la plus facile. Et évidemment, dans la situation d'EDF qui n'émet quasiment pas de CO2 par rapport à la quantité d'électricité qu'on produit, on en émet beaucoup en valeur absolue, mais parce qu'on est un très gros acteur, on en émet très peu en relatif. Eh bien, pour nous, quelque part, il nous faut d'emblée nous attaquer aux opérations les plus complexes, aux technologies peut-être les plus avancées, pour pouvoir encore baisser les émissions. Et c'est pour ça que j'imagine, on en reparlera dans la suite de la discussion, on s'intéresse énormément, par exemple, à la mobilité électrique ou à l'hydrogène. C'est-à-dire que nous, il nous faut vraiment nous attaquer à la nouvelle frontière. Parlons-en maintenant parce que le temps passe vite. Dans quelle mesure l'innovation que vous essayez de promouvoir via EDF Pulse peut faire en sorte que l'écologie et cette transition ne soient pas celle d'une écologie punitive en quelque sorte pour le consommateur, puisque si on veut que ça soit l'affaire de tous, il faut aussi qu'elle soit acceptée socialement et économiquement. En quoi l'innovation peut vous aider ? Alors, je pense que quand on regarde la structure des émissions de CO2 de notre société, et ça a une conséquence directe pour EDF, c'est que la transition énergétique qu'on doit aider à gérer, c'est pas uniquement la nôtre en tant que producteur d'électricité, puisqu'on émet déjà très peu, mais c'est d'abord la transition énergétique de nos clients. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est au travers de solutions innovantes qu'on va essayer d'apporter des solutions, parce que c'est des solutions pour nos clients. Donc si on prend par exemple l'hydrogène, d'abord c'est un bien qui est très consommé. Le marché français de l'hydrogène, c'est 900 000 tonnes. Il est consommé essentiellement par des industries. Le problème, c'est qu'il est produit en craquant des molécules de gaz naturel, en craquant des molécules de méthane, et ça émet du CO2, à peu près 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Il nous faut donc substituer la production d'hydrogène par de l'hydrogène décarboné, et ça,
ça, on est en train de le faire. On a créé pour ça une filiale qui s'appelle Hynamix, qui est un producteur d'hydrogène qui se base exclusivement sur la technologie d'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de casser une molécule de gaz, on casse une molécule d'eau, H2O, on récupère l'oxygène d'un côté et l'hydrogène de l'autre, ceci sans émettre de CO2. Sans émettre de CO2, bien entendu, si l'électricité qu'on a utilisée dans le processus chimique d'électrolyse est elle-même décarbonée. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cette filiale Hynamix, qui a gagné récemment un projet pour de la mobilité à Auxerre, c'est-à-dire pour fabriquer de l'hydrogène qui sera un carburant pour des bus et des bennes à ordures, mais on a aussi été attributaire dans un consortium en Allemagne d'un montant de subvention relativement important, environ 15 millions d'euros, pour décarboner la production d'hydrogène nécessaire à une raffinerie. Donc EDF voit l'hydrogène comme un vecteur de décarbonation et des transports et de l'industrie à partir d'électricité décarbonée. C'est-à-dire que pour quelque part étendre le pouvoir de cette électricité décarbonée à décarboner les différents secteurs, il faut en transformer une partie en hydrogène, soit comme carburant, et nous on pense plutôt le faire dans des véhicules lourds, parce que ça évite d'avoir à transporter cet hydrogène vers de multiples petites stations de recharge. On pense qu'il faut commencer par les opérations qui demanderont le moins de subventions, justement pour essayer d'obérer le moins possible la compétitivité de nos économies, et c'est pour ça qu'on pense au début, en tout cas, concentrer nos efforts sur l'hydrogène pour les industries consommatrices, pour les décarboner et pour décarboner le transport en utilisant l'hydrogène comme carburant pour des camions, pour des bennes à ordures, pour des bus par exemple, mais aussi peut-être demain pour des trains. On a une relation très, très productive et suivie avec la SNCF par exemple et avec Alstom. Et nous, on pense vraiment que vous parliez tout à l'heure de filière industrielle, et je pense que Bruno Le Maire l'a dit, il ne faut pas qu'on reproduise la situation du photovoltaïque où, avec les subventions payées in fine par les Français, on a beaucoup aidé au développement d'une industrie photovoltaïque essentiellement importée de Chine. L'hydrogène a ceci d'intéressant qu'il est à la fois une filière de décarbonation et qu'il est une filière industrielle sur laquelle on peut bâtir des champions. Nous avons investi dans McPhy, qui est un fabricant d'électrolyseurs qui est basé dans la Drôme et à Grenoble pour ses implantations françaises. Il a également une usine en Italie et un bureau d'ingénierie en Allemagne. Eh bien, nous pensons qu'autour de McPhy, on peut bâtir un futur champion français et européen de l'hydrogène. Nous pensons qu'il y a des industriels français comme Michelin et Faurecia qui ont investi dans une joint venture pour fabriquer des piles à combustible. La pile à combustible, c'est l'appareil qui permet de retransformer l'hydrogène en électricité, notamment dans une voiture pour son moteur électrique, puisqu'il faut rappeler qu'une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique qui stocke son électricité en partie sous forme d'hydrogène. Eh bien, Michelin et Faurecia se sont lancés dans une production industrielle de piles à combustible qui va pouvoir notamment fournir les véhicules de Peugeot, donc de PSA. Donc vous voyez que la création d'une filière française et française et européenne de l'hydrogène est à portée de main, à condition de se mobiliser, d'avoir une stratégie claire et d'y consacrer quand même beaucoup d'investissements. Clément, un mot de conclusion peut-être, parce que le temps a déjà filé. Peut-être une question un peu naïve d'un Français. Est-ce que le fait que, si on en croit Michel, on soit déjà très en avance en termes d'émissions de CO2, est-ce que ça veut dire que la France profitera moins du pacte vert et des plans de relance qui sont fléchés vers le vert, puisque la priorité, ça va plutôt être de financer une transition énergétique dans les pays très très émetteurs de CO2, tournant massivement au charbon comme la Pologne, ou est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour nous aider à parcourir les derniers kilomètres du chemin qui sont, ce que disait Michel aussi, peut-être les plus durs, et ça en termes de conclusion? Oui, non, alors pas du tout, puisque je pense que ce que j'ai essayé de dire, c'était aussi que ce plan de relance, c'était prospectif, donc c'était vraiment tourné vers l'avenir, pas seulement dans la préservation des modèles du passé. Michel n'a pas parlé de l'hydrogène, c'est un très bon exemple. Je pense que la France a bien compris que ces plans de relance devaient absolument être orientés vers une relance verte. Donc le plan de relance français qui fait 100 milliards a une partie énergétique
assez développé, avec des investissements de 7 milliards qui sont prévus vers l'hydrogène. Donc, je pense que ça, c'est aussi un exemple de comment profiter de cette opportunité pour construire pour participer à la construction d'une filière industrielle d'avenir. Je pense que quand on regarde les résultats des modèles, on voit qu'à 2050, l'électrification va jouer un rôle très important, mais tous les secteurs ne sont pas électrifiables. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, par exemple, la grosse industrie, l'industrie lourde, où là, je pense qu'on aura besoin de sources d'énergie telles que l'hydrogène si on veut décarboner ces secteurs de consommation. Donc non, d'ailleurs, je pense que quand on regarde les enveloppes qui sont prévues par le plan de relance, la France est l'un des plus gros bénéficiaires. Je pense que c'est le 3e pays le plus gros bénéficiaire en termes d'euros alloués. Donc c'est des sommes assez considérables. Et d'ailleurs, j'aime bien, en tant que représentant de la Commission européenne, j'ai beaucoup aimé la présentation du plan de relance français qui a été faite, puisque c'est vraiment présenté comme un effort qui est fait de concert entre l'Union européenne et la France. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la ligne est définie bien sûr par la France, mais quand même l'Union européenne met sa main à la poche et participe grandement au financement. Et j'ai beaucoup aimé aussi le logo de France Relance, qui est le plan de relance. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, il est sur les supports de communication. Donc il y a 2 drapeaux, un drapeau français et un drapeau européen qui se croisent. Et ils sont à l'intérieur de 2 cercles de couleur verte, avec écrit France Relance. Et donc je pense que c'est une manière assez fine et assez claire d'expliquer que cette relance est d'une part un effort concerté entre la France, enfin, les pays membres, en l'occurrence la France, et l'Union européenne, et d'autre part doit absolument être orienté vers une relance verte. Merci, Donc, je pense que, voilà. merci à tous les deux.